épouse est russe, j'ai émigré en Russie en 2010. Par un pur hasard, je suis rentré, j'ai travaillé pour un média russe, d'abord comme correcteur, puis auteur, puis reporter. J'ai écrit un bouquin. Ensuite, quand le Maïdan est arrivé, j'ai écrit un premier livre qui est l'Ukraine, le royaume de la désinformation. On m'a invité à Donetsk dans un congrès en mai 2015. Et ce que j'ai vu m'a tellement choqué que j'ai décidé de donner un an de ma vie. Et j'ai, à ce moment-là, en tant qu'activiste, et puis je suis parti à l'aventure avec des fonds privés. Ma famille et mes amis m'ont financé ce voyage avec peu d'argent d'ailleurs. Et ensuite, je suis arrivé ferme en juillet 2015. D'accord. Donc peu de temps avant que vous arriviez. Mais au départ j'étais journaliste, mais aussi humanitaire, et aussi j'ai aidé sur plusieurs autres fronts, comme celui de la francophonie. Oui, d'ailleurs, les associations humanitaires qui m'avaient invité à venir, donc il y avait France Donbass Solidarité et ensuite Ouest-Est, effectivement, les contacts qu'on a sur place, que ce soit vous, que ce soit Christelle Néant, en fait, vous faites à la fois votre boulot de grand reporter et en même temps vous êtes fixeur pour des associations humanitaires. Parce qu'avec les accréditations militaires, elles nous permettaient de passer cette aide humanitaire sur le front, parce que dans la zone grise, la zone du front, énormément de civils, jusqu'à présent encore, vivaient dans des conditions terribles. Et donc du coup, avec ces accréditations, ça nous permettait de passer ce que vous, associations et humanitaires et activistes, vous achetiez. Pourquoi je suis parti Je suis parti en grande partie à cause du massacre d'Odessa. Moi, c'est ça qui m'a fait le choc le plus important chez moi, dans mon esprit, c'était Odessa. Donc quand je suis parti dans le Donbass, c'était aussi pour témoigner de ces choses abominables qui ont été commises par l'Ukraine de Kiev, du Maïdan, de l'Euromaïdan, on disait à l'époque. J'ai cherché les témoins très rapidement. Donc j'ai eu 3 possibilités pour moi de les approcher. D'abord la rencontre fortuite, ça m'est arrivé. Je suis tombé sur des gens dans des villages, dans la ville de Donetsk qui ont voulu me parler. Et après il y a des gens qui ont commencé, comme je suis resté quand même un an, j'en ai parlé à un tas de gens et je me suis fait beaucoup d'amis et des miliciens, des activistes, des médecins, des humanitaires qui m'ont dit ah là tu vas trouver quelqu'un qui va pouvoir te parler, etc. Et ensuite, donc ça c'est peut-être une dizaine de personnes que j'ai rencontrées qui ont été torturées. Et ensuite c'est par le gouvernement. Donc à l'époque c'était la présidence de Zakharchenko. Et il y avait des échanges de prisonniers politiques torturés dans les prisons ukrainiennes, les prisons secrètes ukrainiennes, qui étaient échangées via la Croix-Rouge et l'ONU avec des soldats ukrainiens faits prisonniers par le Donbass. Donc ils étaient débriefés et on m'a donné l'autorisation de les voir. Donc j'ai fait deux groupes, un groupe de 6 et ensuite plusieurs autres, un monsieur Vitali un petit peu à part, un autre encore, enfin en tout une quinzaine de personnes. Dans ma mémoire c'était moins, mais maintenant que j'ai remué un peu les archives avant de faire cette interview, c'est une quinzaine à peu près. Mais qui sont l'arbre qui... Et vous les avez enregistrés? Pas tous. Parce qu'ils avaient pour beaucoup... alors j'ai filmé ce que j'ai pu. Oui. J'ai les papiers de ceux qui ont bien voulu me le donner. Mais ils avaient une peur très grande de représailles. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, représailles si la guerre était perdue. Donc il y en avait qui à ce moment-là avaient peur. Il faut se rappeler qu'on est en 2015. Oui. Et en 2016. Donc on est sous la menace d'une grande offensive ukrainienne qui de toute façon serait venue un jour. Et ensuite, beaucoup avaient encore de la famille en Ukraine. Donc il faut quand même savoir qu'en Ukraine, il y a une police politique qui s'appelle le SBU. C'est une police importante qui a plus de 30 000 hommes, 30 000 agents du SBU. C'est une police... c'est la police, moi que je l'appelle police politique. On peut la comparer... à la Securitate de Ceausescu ou à la Stasi. Ouais. C'est une police qui surveille les habitants et qui, sans procès, les arrête et qui possède des bâtiments où est pratiquée la torture, peut enlever n'importe qui à n'importe quel moment. Oui, d'ailleurs, c'était la réforme qu'avait fait Poroshenko, je me souviens, quand on était passé de l'ATO, donc antiterrorisme, à l'OOS, qui donnait, qui a légalisé l'absence de loi, en fait, en Ukraine. Exactement. Ouais. Donc moi, j'ai eu la chance par ce biais de rencontrer ces gens-là, donc par 3, on va dire, moyens principaux. Le hasard, des activistes et des gens qui m'ont guidé vers ces gens-là, et ensuite les échanges. Donc, on va pas aborder tous les cas de personnes que vous avez interviewées. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette documentation, vous l'avez, qu'elle est à disposition, et que vous pourrez, le cas échéant, être témoin ou présenter vos recherches dans ce petit Nuremberg que nous souhaitons tous de nos voeux.
On va quand même s'attacher à quelques personnalités qui sont les plus marquantes, dont on a discuté, qu'on a choisi ensemble. La première, c'est Natacha. Et Natacha, elle relevait les compteurs à gaz, si j'ai bien compris. Oui, alors c'est en fait la dernière que j'ai interviewée, je crois, en avril 2016. Cette femme, en fait, elle a une petite mobilette, elle travaille pour l'équivalent d'EDF-GDF dans le Donbass. Et il faut savoir que le front du Donbass n'a jamais été complètement étanche. Il y a toujours eu des civils qui sont passés par des zones vertes et il y a toujours évidemment une vie entre, on va dire, entre l'Ukraine et le Donbass, même en guerre. Et cette dame a une petite mobilette et faisait le front. Donc elle était connue des soldats, d'un côté comme de l'autre. C'est son métier, sauf que dans l'armée ukrainienne, il y a des unités qui... donc il y a des bâtiments spéciaux néo-nazis, mais il y a aussi parfois des unités qui sont issues du Pravi Sector. Ça peut être une compagnie. C'est des unités dont on parle jamais. Donc quand on parle par exemple de néo-nazis du régiment Azov, mais il y a bien plus d'unités d'ultranationalistes et de nazis dans l'armée ukrainienne. Et elle a eu le malheur de tomber sur une unité comme ça, qui était basée à Kramatorsk. Alors bien sûr, ils l'ont arrêtée, ils ont décidé qu'elle était espionne, et cette dame avait à peu près mon âge. Donc c'est ça qui est en plus qui m'a beaucoup marqué, puisque elle a mon âge, et quand je l'ai vue, quand elle est venue dans mon bureau, je lui ai donné 65 ans. Alors moi j'en avais 44 à ce moment-là, et quand elle m'a dit son âge, je l'ai pas cru. Parce que elle a passé, alors c'est celle qui a passé le moins de jours dans la prison en question. C'est une prison secrète qui se retrouvait à Kramatorsk, un état-major du Pravi Sector. Donc pour nos auditeurs, Kramatorsk, c'est au moment où on tourne cette vidéo, c'est là que va se dérouler la grande offensive de l'armée russe justement pour libérer Kramatorsk et Slaviansk. C'est une des dernières grandes villes tenues. 150 000 habitants. Voilà. Donc elle a été emmenée c'était une usine qui a été transformée en prison. Ils ont décidé qu'elle était espionne, elle a été donc torturée. Alors torturée, on parle ici de tortures qui sont égales à celles que la Gestapo a infligées aux résistants français ou à d'autres dans l'Europe de la Seconde Guerre mondiale. Donc ils lui ont arraché les ongles, cassé les dents, et battu, et ils lui ont aussi injecté des produits dans le corps. Jusqu'à présent, elle ne savait pas trop quoi, mais elle a passé 20 jours non nourrie, battue. Ensuite, elle a été trimballée dans cette prison avec d'autres personnes. Dans cette prison, c'est le témoignage le plus dur que j'ai entendu, enfin déjà parce que c'était une femme, et puis que ça pouvait être ma femme, elle avait à peu près mon âge. Et elle, ce qu'elle a vu, donc non seulement elle m'a raconté pendant 3 heures les tortures qu'elle a subies, mais en plus, dans cette prison, elle a vu ce qu'il y avait autour. Donc elle a parlé d'une sniper du Donbass qui était allongée sur un lit, attachée, et qui servait d'objet sexuel à toute la compagnie. Et qui, pendant des jours, appelait sa maman, et qui appelait même à ce qu'on l'achève. Voilà. Donc elle a vécu dans cette ambiance. Elle a été dans des cellules où il y avait des traces de sang au mur, il y avait des exécutions. Elle a aussi entendu des exécutions. Ils ont fait semblant de l'exécuter, elle et d'autres, à de nombreuses reprises, dans des mascarades où on les aligne au mur, on charge les armes et ils croient que c'est leur heure est venue. Hein. Alors quand vous avez des traces de cervelle et de sang au mur, vous pouvez penser que votre heure effectivement est arrivée. Pour les briser psychologiquement. Donc ça a duré 20 jours. Donc on imagine comme le temps est très long, sans être quasiment nourri et sans prendre de douche ni rien du tout. Alors vous imaginez quand on vous a arraché les ongles, quand vous n'avez plus de dents. Et puis elle a eu une chance incroyable, c'est qu'il y a eu un échange qui a été fait, et donc elle a été échangée. Par contre, elle n'a pas été elle-même souillée. Pour une simple et bonne raison, je m'excuse de ce que je vais dire, mais elle n'était pas belle. Et était même plutôt vilaine, excusez-moi du terme, mais ça lui a sans doute sauvé la vie et sauvé des derniers outrages. Mais Mais elle n'avait rien fait, elle n'était pas une résistante, elle n'était pas... Non. C'est ça. Elle était juste là au mauvais moment. Et russe. Et russe. Parce qu'évidemment... Mais russe de passeport ou russe ethniquement? Russe ethniquement. D'accord. Elle était du Donbass, je me souviens plus de quelle ville exactement, je pourrais la retrouver, mais c'était vraiment une habitante du cru. D'accord. Quand le Pravi Sector, quand ces gars du Pravi Sector, ils l'arrêtent, ils veulent faire du mal. Alors l'espionne dans sa petite mobilette qui a des papiers, alors elle a essayé de prouver ce qu'elle disait. Elle a sorti ses papiers, elle avait des ordres de mission, etc. Ils n'ont rien voulu savoir. C'était juste dans la folie humaine. Et ces gens... ce qu'ils font aujourd'hui à Mariupol, mais on est dans la même, on est dans la même veine.
voilà un premier cas terrible à entendre que j'ai... Donc elle n'était pas résistante, mais le cas suivant dont on va parler, Oui. Oleg, Oui. donc de Mariupol, lui était résistant Oui. et s'est fait attraper. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Alors lui, c'est le premier que j'ai rencontré. Donc on est, de mémoire, on est en septembre 2015. Donc je viens à peine d'arriver. Et lui, j'ai eu du mal à l'interviewer parce que il a passé 14 mois dans une prison secrète à Zaporozhye. Lui, il est de Mariupol. Il a une femme et puis un enfant. Il vit tout à fait normalement. C'est quelqu'un sans histoire. Le Donbassien, enfin l'Ukrainien entre guillemets, lambda. Et même le Maïdan ne l'intéresse pas. Il comprend pas ce qui va se passer. Mais quand le massacre d'Odessa commence, là il se dit il y a quelque chose. Et quand ils interdisent le 9 mai, les célébrations du 9 mai, parce qu'en Russie et dans le monde slave, on fête le 9 mai et pas le 8 mai, parce qu'ils ont signé la paix à Berlin. Avec le décalage horaire. Voilà, à 23h quelque chose, et voilà. le décalage. En Russie, il était déjà le 9 mai. Voilà. Donc ils interdisent les festivités du 9 mai, et aussi parce que ce qu'ils veulent interdire, c'est aussi la victoire contre le nazisme, il faut quand même le dire. Donc eux, ils sont choqués, ils descendent dans la rue par milliers, et ils commencent de manifester, sauf que là arrive le régiment Azov, des forces du SBU, la fameuse police politique, des forces policières et d'autres compagnies de défense. Alors à l'époque, on les appelait les compagnies de défense du Maïdan. Donc c'est des groupements qui ont été formés de pauvres gars en cerveau amolli et qui étaient payés souvent issus de tous les partis d'extrême droite, du Pravi Sector, du Marteau Blanc, de Svoboda, etc., qui se sont engagés dans ces unités et en fait ils se sont jetés sur cette population. Donc ils ont tué officiellement ce jour-là une centaine de personnes, mais moi, vu les témoignages que j'ai faits, je pense peut-être 5 ou 600. Et ils ont agressé la population, ils leur ont sauté dessus et ils ont poursuivi ces gens pendant plusieurs jours. Et Oleg, évidemment, là, s'est dit, il faut qu'on prenne les armes. Donc il est rentré en résistance, il a survécu, lui, il n'a pas été tué ce jour-là. Et pendant encore, il a été arrêté au mois de juin. Donc il n'a pas pu résister longtemps, comme on voit. Mais il a eu le temps, quand même, de s'organiser avec des camarades. D'ailleurs, ils ont tous été dénoncés, attrapés, voilà. Et ils ont tenté, ces gens-là, de faire ce que font fait les résistants français en 1943-44, c'est-à-dire de communiquer avec le Donbass pour leur fournir des informations sur les troupes, enfin voilà, ce genre de choses. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que juste avant que les opérations militaires russes commencent, il y avait eu un reportage sur Vice News, donc chaîne pro-Maïdan, Atlantis, etc. Et un des membres des bataillons de représailles, on avait mis l'extrait d'ailleurs dans une de nos vidéos sur Stratpol, expliquait que de toute manière, il savait très bien que dans le Donbass, les gens envoyaient des communications aux armées des républiques populaires pour leur indiquer où se trouvaient les unités parce que tous ces gens pro-nazis, étaient pro-russes. Donc il est arrêté. Alors il est arrêté en présence de sa femme. Sa femme le raconte. Je vais pas tout raconter. Je vais essayer d'aller plus vite. Enfin, en gros, il est arrêté par 5 hommes qui sont du SBU. Il y a un officier, un lieutenant-colonel. Il est emmené dans une prison donc à Mariupol où il va être torturé pendant plusieurs jours. Et les 5 hommes qui sont venus l'arrêter, il y en a 4 qui ne parlent pas l'ukrainien et qui ne parlent que l'anglais. Donc les mercenaires étrangers, c'est pas une nouveauté de la situation actuelle. Non. Et là, on est en 2014. Donc c'est quoi? Il parle polonais, balte. Il a pu identifier. Il parlait anglais. Anglais. Et alors par contre, hélas, ce monsieur et sa femme qui étaient présentes, bon, le petit garçon, bon, il avait que 9 ans, je crois, bon, voilà, mais ne pouvaient pas me dire quel accent il pouvait s'agir parce qu'ils ne parlaient pas anglais eux-mêmes. Donc la seule information de sûr que j'ai, ils parlaient anglais, ils ne parlaient que l'anglais, et les tortures se sont déroulées au début sous le commandement de ces gens-là, enfin même ils le torturaient eux-mêmes, et en fait ils étaient cagoulés, hein, donc il n'a pas vu leur visage ni quoi que ce soit, ils n'avaient pas de nom, et il a très vite été, on lui a mis un sac sur la tête, et ensuite il n'a pas vu ces bourreaux. Tout s'est déroulé, il avait ce sac sur la tête, et les tortures et l'interrogatoire. C'est Guantanamo. Oui. Donc moi je laisse les gens se faire leur opinion, mais moi j'ai aussi mon opinion, mais du moins on va pas... Les faits. Voilà. Restons sur les faits. Exactement. Mais en tout cas, ces hommes existent, l'ont torturé, ne parlent pas l'ukrainien, sont déguisés avec des uniformes du SBU ukrainien, et ils n'ont rien à faire là, ça c'est clair, et sont des spécialistes de la torture, voilà ce qu'on peut dire. Donc lui, après, alors c'est toujours la mascarade, c'est-à-dire que comme ils ont été arrêtés, comme vous l'avez signalé, selon l'opération ATO, donc antiterroriste, ils sont des terroristes. Donc la loi ne s'applique pas à eux.
Donc sa femme ne saura jamais pendant 14 mois ce qu'est devenu son mari. Ces gens ont été enlevés et ensuite emportés dans des prisons, et lui, il voit pendant 14 mois, alors bien sûr, ces tortures vont s'atténuer au fur et à mesure du temps. Mais il y a toujours cette mascarade, on va te fusiller, on fait semblant de te fusiller. Les tortures, c'est un peu toujours les mêmes. Alors il y a la baignoire, l'entonnoir, ça c'est un grand classique gestapiste. Aussi attaché et hissé par un anneau au plafond, les mains et les bras dans le dos, et battu, alors jamais à la tête, toujours les côtes, les membres, avec des câbles électriques ou des tubes, ce genre de choses, et battus parfois pendant des heures, et les empêcher de dormir. Et ensuite des prisons où les conditions étaient extrêmement dures, c'est-à-dire très peu de nourriture, 14 ou 15 dans une pièce qui est grande comme une grosse salle de bain. Donc on peut pas, à 15, on ne peut pas dormir tous couchés. Juste un seau pour faire ses besoins, et tout ça pendant 14 mois. Donc on imagine bien les conditions, en sachant qu'il y en a que lui me raconte que certaines des personnes qui étaient là sont devenues folles. On devient fou, parce qu'on ne sait pas si on va survivre, et certains ont disparu. Un autre résistant d'ailleurs avait appris par cœur le nom de tous les gars qu'il rencontrait pour pouvoir témoigner après s'ils survivaient. Ah oui. D'ailleurs j'ai une liste à la maison, lui il m'en a écrit 30 de mémoire, 30 ou 35, je ne me rappelle plus. Donc voilà, lui finalement sera échangé. Et quand je le vois, je suis obligé de le filmer. Alors, ils ont une frayeur totale de la caméra. Il a trop peur d'être pris, donc je suis allé 3-4 fois. Il tremblait comme une feuille. C'est sa femme qui finissait au début les phrases. Donc la première fois que je l'ai rencontré, il revivait ses tortures complètement. Il pouvait plus. Il se retrouvait dans sa prison et dans ses tortures. Donc 2 ou 3 fois, je suis retourné. Et sa femme, d'ailleurs, je me souviens, m'engueulait en me disant « Mais arrêtez, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous lui demandez Parce que moi, j'essayais d'avoir des détails les plus précis possibles, mais lui, voilà, il était dans ces tortures abominables, c'était très difficile. Et au bout du compte, lui n'a pas voulu ni que je le filme, et finalement, je l'ai filmé de dos dans la 3e interview où je l'ai rencontré, et là, on a pu tirer le jeu. Mais ça, j'ai gardé précieusement et je l'avais publié. Ouais. Et j'avais promis de ne pas publier quoi que ce soit tant que la guerre ne serait pas finie. D'accord. Pour lui. D'accord. Voilà. Donc c'était très difficile. Ceux qui ont voulu me parler ont été très courageux parce que c'est revivre leur torture, c'est prendre un risque finalement en cas de guerre perdue, même si moi je savais que la guerre ne serait pas perdue, mais en tout cas pour eux on peut comprendre dans la terreur. Et ensuite des leurs, c'est-à-dire ils ont peut-être des cousins, des frères et sœurs. Quand on était allé sur le front, alors ça n'avait pas été en novembre 2015, mais ça avait été au mois de mai 2016. Oui. On était allé on avait visité une unité sur le front, c'était que des gens de Mariupol. Oui. Et bien sûr, absolument aucune photo, rien, non. Parce que il y en a un, le capitaine qui commandait l'unité, sa femme et ses 2 enfants étaient encore à Mariupol. Oui, parce que ce que les gens doivent vraiment comprendre, c'est que Mariupol, c'est la ville de la résistance du Donbass. Oui. Quand on parle de martyrs, c'est le martyr inversé, là. Ouais. Ils ont résisté contre l'oppression, et ça me fait beaucoup. Oui, parce que ce qui est vrai, tout le monde connaît le massacre d'Odessa, notamment grâce au documentaire Les masques d'Odessa. Ouais. Mais personne ne connaît le massacre de Mariupol qui a eu lieu 7 jours après et qui a fait plus de morts. Alors, j'avais oublié de dire que Oleg a fait des relevés des fausses communes de ce massacre. Parce qu'il a bien fallu qu'il fasse quelque chose des corps. Et d'autres résistants m'ont parlé de crématoires ambulants qu'ils ont amenés, parce qu'à un moment donné, ils en ont tué tellement que... Quand on parle ici, quand je parle de torture, j'ai dit que j'en avais interviewé 15, mais les faits qu'ils me racontent, mais c'est un système qui est généralisé dans toute l'Ukraine, ce sont des centaines, voire des milliers de victimes. Et je veux que ça soit entendu par tous. C'est pas seulement 3 paysans, 3 résistants dans un coin voilà, c'est vraiment très important. Et moi-même, je ne sais pas, je peux pas donner de chiffres, mais les tortures commises par le SBU pendant 8 ans dans toutes les villes d'Ukraine, alors bien sûr beaucoup plus à l'Est, sont très très importantes. Et le nombre de prisonniers était très important, par centaines, par milliers. Et combien sont morts, là, l'avenir le dira. Il y a eu un autre homme également de Mariupol, oui. Qu'on appellera Vitali, celui-là. Oui, alors on peut l'appeler, c'est son vrai nom, oui, parce que... Ah, c'est son vrai nom, oui. Lui, j'ai ses papiers, et lui m'a donné tout. Et lui, je l'ai filmé, photographié, j'ai ses papiers d'identité, c'est exactement son nom.
D'accord, lui pourra témoigner ouvertement Oui. Dans ce Clairement. prochain procès de Nuremberg. Mhm. Donc qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? C'est aussi un résistant. Alors, en fait, c'est quelqu'un qui... alors, comme Oleg, alors lui, il est chauffeur-livreur. Et le Maïdan et la politique, ça ne l'intéresse pas. Mais du tout. Et même, il est plutôt favorable au Maïdan, quelque part. Oui, oui, ça j'en ai rencontré. À l'origine, les gens comprenaient bien que l'Ukraine était dans une impasse politique. Ce qu'ils veulent, c'est Donc, que la corruption s'arrête, que ouais. ces politiciens corrompus, quels qu'ils soient, payent. Et Oui, surtout que en fait, l'Est de l'Ukraine qui avait voté pour Yanukovych a été extrêmement déçu. Yanukovych leur avait promis l'officialisation de la langue russe et l'entrée dans l'union douanière russe. Et finalement, une fois au pouvoir, il a fait ni l'un ni l'autre et il a lancé l'accord d'association qui lui a coûté Maïdan et donc sa place. Donc ça faut aussi que nos auditeurs le comprennent, c'est que Yanukovych est haï par la population du Donbass. Je n'ai rencontré personne qui ne lui souhaite pas les pires choses. Oui, parce que c'est de lui. Ça vient de lui, oui, c'est ça. Donc c'est vraiment voilà. Donc voilà, effectivement. Donc lui n'est pas hostile au Maïdan, mais il en voit les conséquences, c'est ça. Et en fait, il va commencer à résister seulement le jour du massacre. C'est-à-dire que quand comme Oleg, il y a cette manifestation où on va interdire de se réunir. Alors c'est pas au départ c'était une manifestation patriotique où on vient célébrer la victoire contre l'Allemagne nazie. Hein. Oui. Donc qu'elle soit interdite, déjà ça dit déjà tout de la part de l'Ukraine. Dès le début en plus, on est au mois de mai. Hein. Maïdan se termine le 21 février et on est 3 mois après. Et d'ailleurs, le massacre d'Odessa, ça il faut le faire remarquer, a lieu le 2 mai, parce qu'il y a le 1er mai avant. Le 1er mai, c'est une fête patriotique également soviétique, mais aussi internationale en France, c'est important. Et c'est pour ça qu'il y avait des manifestants qui se réunissaient pour dire, à l'occasion du 1er mai, on se rassemble et on manifeste contre le Maïdan. Mais bon, voilà, c'était la parenthèse. Mais lui, voit le massacre. Donc, il descend dans la rue et en fait, il se doute pas de ce qui va se passer. Et là, il voit d'ailleurs, il le dit, il voit des hommes tomber. Et il voit le massacre commencer et il entend les coups de feu. Puis alors là, il se dit, mais c'est bon, il nous tue maintenant, il faut résister. Et donc, il va pendant plusieurs mois. Du coup, il va tout de suite rentrer en contact avec ceux de Donetsk. Il va faire partie d'un groupe qui va être complètement détruit au bout d'un moment, d'espionnage. Alors, il a plusieurs tâches. C'est d'abord les armements, les unités, les hommes, les positions d'artillerie. D'ailleurs, il m'a montré. Il m'avait même montré, j'ai une photo, on est allé sur Google Earth, il m'a montré, j'ai fait des captures d'écran. Il y avait le QG secret souterrain des forces de la garnison de Mariupol. Et ensuite, il a aussi identifié les prisons secrètes, là où on torturait les gens. Et ensuite, il a identifié il a géolocalisé plusieurs des fosses communes et aussi d'autres endroits où, parce que il y a les charniers, mais ensuite ils ont tué beaucoup de gens individuellement, entre guillemets. 2 par-ci, 1 par là, 3 par ici, et il a fallu qu'ils s'en débarrassent. Donc c'est lui le premier qui m'a parlé des presses à auto. Donc qu'est-ce que c'est que ça, les presses à auto? Une fois qu'ils avaient tué un résistant qu'il avait torturé, qu'il l'avait zigouillé, excusez-moi du mot, mais c'est vraiment ça, il les emmenait dans une casse auto, où il les plaçait dans une voiture, et il mettait en action la presse à auto de la casse, pour réduire le corps en bouillie dans un petit cube. Et il m'a montré où il se débarrassait des corps. Parce que du coup, tout ça se faisait évidemment en secret, parce que même si c'est l'Ukraine du Maïdan et des tortures, d'ailleurs il ne faut pas que ça se sache. Et en plus, ils savent très bien que tout autour, c'est tous des gens qui sont russes. On est à Mariupol. Donc, ils ont tenté de camoufler tout ça. Et là, ils jetaient les résidus, on va dire ça comme ça, dans des puits de mine. Donc, j'ai identifié 2 ou 3 puits de mine et 3 zones grâce à lui où il y a je ne sais pas combien de cadavres. On le saura quand on va ouvrir. Et dans des puits de mine, par ailleurs. Et dans des trous d'eau aussi. Parce qu'ils les plombaient aussi. Voilà, ils se sont débarrassés des corps comme ils ont pu. Sans doute que les crématoires ambulants qu'ils ont tenté, ça par contre c'est une hypothèse, d'utiliser étaient trop voyants et surtout l'odeur, etc. Bon, voilà. Ils ont dû faire autrement. Voilà, donc lui, son témoignage est terrible, il a été arrêté. Et Oleg et Vitali ont été échangés? Les deux. Les deux, d'accord. Alors, Vitali, lui, va être envoyé, alors lui va être torturé et il va finalement finir par avouer. Mais avouer n'importe quoi. Ouais. Donc il raconte que lui, il lui avait tellement fracassé les mains qu'il lui scotche le stylo parce qu'il peut plus utiliser ses mains tellement. Ils lui ont comment dire, briser les os.
tous ses membres ils pouvaient plus marcher et ses bras étaient inutilisables et ses doigts aussi. Donc il lui avait scotché le stylo pour qu'il puisse signer sa déclaration comme quoi il avait fait ci, ça et ça. Il voulait des noms, il voulait des caches d'armes et ils avaient même sorti des trucs qu'il n'avait jamais fait. Et donc lui, combien de temps passera-t-il en prison? Alors, je me souviens plus, dans ma mémoire, c'est plus d'1 an. Et il est arrêté, il me semble, en juillet 2014. Parce que lui, en fait, son groupe est détruit, il réussit à s'enfuir, il retourne à Donetsk et il a le courage de revenir. Et là, par contre, il va tomber. Et lui, il est envoyé à Kharkov. Alors, il passe en jugement, mais c'est un jugement qui est totalement, comment dire, illégal déjà parce que... Mais avant ou après l'être torturé? Après avoir été torturé. Ah oui. Donc les preuves obtenues sous la torture ont été validées par le tribunal. Ah oui, non, mais on est en plein... Voilà, on est au XVe siècle. Voilà. Oui, on est au XVe siècle, la torture vaut preuve. Voilà, il a parlé, tout est bon. Et c'est un procès où, si vous voulez, il vient de sortir de sa prison. Donc il est dans l'état que je vous dis. Bon, ils l'ont un peu remis d'aplomb, il y a un juge. D'ailleurs, j'ai le papier du jugement, donc le juge pourra aussi être jugé. Ouais. Parce que j'ai le papier, ils lui ont donné le papier. D'accord. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que, tant mieux pour nous, parce que du coup... Ouais, très bien. Et il y a les noms du procureur et tout ça, qui ont validé tout ça. Donc c'est plus ou moins illégal, il le passe en jugement, il y a un avocat qui a commis l'office, mais je vous raconte pas, enfin bon, bref. Voilà, et il est condamné à je sais plus combien d'années de prison, enfin énormément. Et ensuite, finalement, ils lui ont, alors là c'est horrible, ils lui ont fait croire qu'ils allaient le libérer. Alors ils le préparent, il y a une sorte de levée d'écrou, ils le descendent dans la rue, et là il y a des gars du SBU qui le retombent dessus, et ils l'ont retorturé pendant encore plusieurs jours. Donc il se croit libre, il est genre avec sa petite valise, enfin son petit bagage, et puis hop, il lui saute dessus et retorture, et ça dure encore 3-4 jours. Et après, ils ont, comme il voulait toujours pas parler, ils ont menacé sa femme et sa fille. Et là, il a parlé. Bon. Parce qu'ils étaient à Mariupol. Ouais. Donc après, ils l'ont emmené à Kharkov, en lui disant d'abord qu'il y avait un échange qui était prévu avec la DNR, donc la République de Donetsk. Et puis, bien sûr, c'était un mensonge. Et ensuite, ils ont dit, ils voulaient échanger, je ne sais plus combien ils étaient, 10 ou 20 ou 30, et ils voulaient 3 ou 4 fois plus de prisonniers ukrainiens. Bon, bien sûr, j'imagine qu'à Donetsk, on a dit non, mais il faut être raisonnable, un pour un. Mais surtout que moi, je me souviens, j'avais parlé avec Bassourin, donc le porte-parole du ministère de la Défense, quand j'étais à Donetsk. Il m'avait dit que, en plus, les ukronazis commençaient à arrêter n'importe qui pour pouvoir les échanger contre des prisonniers. Exactement. Donc en fait, ils ne pouvaient pas accepter, sinon ça n'allait qu'encourager les ukronazis à continuer à enlever n'importe qui. Et comme toute la population russe autour, ils pouvaient comme la brave Natacha dont on parlait au début. Ouais. Et du coup, lui a été enfermé dans cette mascarade. On les a rebattus parce qu'on leur a dit c'est de la faute des vôtres si vous n'êtes pas libérés, qu'il y a nos camarades qui sont emprisonnés encore dans les geôles du Donbass. Envoyé à Kharkov. Et là, il est resté à peu près 1 an. Et dans des conditions assez terribles, il m'a fait, lui, le plan de la prison. Parce qu'il avait une mémoire incroyable, lui. Et lui, il faut se rappeler quand même qu'il était chauffeur-livreur. Mais il avait une... Et ce qui était incroyable, c'est que lui, c'est celui qui avait le mieux résisté aux tortures. Il avait une motivation, une force chez lui qui était incroyable. Un gaillard, vraiment. Parce que raconter ce qu'il a subi, lui, par contre, par exemple, avait subi la torture de l'entonnoir. C'est-à-dire, on enfonçait un entonnoir dans la gueule et puis on versait des litres et des litres et des litres d'eau jusqu'à qu'ils n'en puissent plus. Ça, c'est terrible à vivre. Et donc, au bout d'un moment, c'est lui qui apprend par cœur les listes, les compagnons qui sont autour de lui. Il est dans les mêmes conditions que Oleg. C'est une prison secrète, donc c'est une prison du SBU qui n'est pas officielle. Il m'a raconté que la Croix-Rouge avait visité cette prison quelques temps avant qu'il arrive, et qu'ils avaient, les Ukrainiens, viré tous les prisonniers politiques, enfermés dans la cave, et qu'ils avaient fait visiter la prison à ces gens de la Croix-Rouge pour se dire, vous voyez, tout est bien. Qui n'ont pas été très curieux finalement. Non, pas très. Ouais. C'est comme l'OSCE en fait. Oui, et comme l'ONU. Parce qu'il faut dire quelque chose, c'est que tous les gens là dont je vous parle qui ont été échangés ont été débriefés par la Croix-Rouge. Et je vais même le dire, le nom pour la première fois vraiment. Cette dame, elle s'appelle Charline Franz. Elle est suissesse. Et elle sait tout ce que je sais, elle les a interrogés et j'ai essayé de l'interviewer, de l'approcher, elle n'a jamais voulu me parler. Elle est la Croix-Rouge. Oui, la Croix-Rouge sait,
et il y avait un monsieur de l'ONU, un Français. J'ai sa carte de visite quelque part, lui je vais pas dire son nom par charité, on va dire. Pourquoi? Mais j'ai donné cette affaire à un groupe d'Italiens et qui se sont chargés. Qui travaille là-dessus, d'accord. D'accord. Bon, et ça, pour moi, c'était le truc le plus difficile à vivre. Entendre que je ne suis pas le premier européen. Un autre Français, une Suissesse, la Croix-Rouge sait et ne fait rien. Donc ça, c'était le pire à entendre. Parce qu'ils ont, eux, ils n'ont pas entendu 15 prisonniers comme moi, parce qu'ils en ont échangé beaucoup plus. Moi, j'en ai approché qu'une quinzaine, mais eux, ils en ont approché plusieurs centaines. Alors, je vous raconte pas ce que ça, la masse de documents, de témoignages, de tortures, de souffrances que ça fait. C'est énorme, parce qu'il y a eu plusieurs échanges. Quand je suis parti en juin-juillet 2016, il venait d'avoir un autre échange où j'ai pas participé, et ça continue après. Dernier cas dont je voudrais parler, donc c'est encore une femme cette fois. Donc c'est Olga. C'est son vrai nom Non, c'est ça, d'accord. Elle n'a jamais voulu. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive à elle? C'est une survivante, c'est ça? Oui. Alors elle, je vais quand même dire par qui je l'approche. C'est que à la base, il y a un jour un monsieur qui se présente dans mon bureau et qui me dit voilà, je m'appelle Yevgeny, je suis un ancien milicien, je guide des jeunes musiciens à l'arrière du front pour faire des concerts pour les soldats. Moi, je comprends pas ce qu'il veut. Finalement, je le suis et on va devenir de très bons amis. Il va m'emmener sur le front dans plein de concerts. Et moi, ça m'a permis d'interviewer énormément de gens sur l'arrière du front et d'aller dans tout le Donbass, sur toute la ligne de front. Et ça a duré tout l'hiver. Yevgeny, bien sûr, avec son statut d'ancien milicien et également avec son groupe de musiciens, là, eh bien, il connaissait tout le monde. Et un jour, il m'a dit, je vais te présenter quelqu'un. Donc, il m'a emmené. C'est à côté de Kirovskoye, une ville qui a été sous le feu de l'artillerie ukrainienne pendant longtemps, et puis dans la bataille de l'hiver de Debaltsevo, elle a été ensuite libérée, enfin le danger s'est écarté. Et cette femme a accepté de parler. Mais Yevgeny a dû lui parler pendant des semaines pour qu'elle accepte de me rencontrer. Parce qu'elle était vraiment dans la terreur absolue de parler. Elle m'a parlé même de dos. Elle pouvait pas me regarder. Et même après, elle s'est tournée, elle regardait le sol parce que elle avait presque honte de me raconter ce qui allait suivre. Elle habitait donc dans un petit village à côté de cette ville. C'est une ville qui fait à peu près 30 000 habitants. Et elle vivait paisiblement. C'est une dame qui avait un fils de 25 ans. Voilà. Qui était, il me semble, veuve. Oui. Et elle était sur la route du bataillon Haïdar, mais elle ne savait pas. Alors le bataillon Haïdar, on n'en parle jamais, enfin pas souvent. Maintenant, on parle que de Azov, mais il y a une dizaine de bataillons spéciaux. Oui, Dniepradine, Azov, Tornado, Donbass, etc. Puis après, toutes les compagnies dont j'ai parlé avant, qui sont comme Northside à Kharkov, et non, il y en a plein, Donc elle se doute pas, elle sait que les Ukrainiens arrivent, mais elle a confiance dans les soldats. Elle s'imagine pas que le bataillon qui arrive, c'est Haïdar, et c'est des néo-nazis. Et Haïdar avec des gens du Pravi Sector, et à l'époque, dans ce bataillon, il y a la députée de la Rada, Savchenko, qui est dans le bataillon. Ils arrivent dans ce village, et en fait, ils ont tout de suite attaqué le village. Mais dans le village, il ne reste plus que des personnes âgées, des jeunes, des femmes et des enfants. Et en fait, elle a compris ce qui allait se passer, donc elle s'est cachée dans sa maison. Alors c'est les petites un peu datcha, je vais dire, isba, du temps passé, donc il n'y a qu'un étage, il n'y a que le rez-de-chaussée. Elle a réussi à se planquer sous le toit et elle est restée 2 jours sous ce toit. Alors dans l'article écrit que je fais, je peux pas raconter tout ça. Donc là c'est la première fois que je vais la raconter presque, enfin en entier, enfin en essayant quand même de résumer. Mais ce qu'elle m'a dit pendant 2 heures, j'ai parfois passé des nuits. J'en ai parfois pas dormi pendant plusieurs mois de ce genre de témoignages et d'autres, et vraiment ça c'était compliqué à entendre, et elle était dans un stress énorme quand elle m'a raconté ça. Elle est restée donc 2 jours sous ce toit, et elle a donc entendu, parce que c'est à un mot, donc c'est pas un grand village, et elle habitait à côté de la maison commune. Alors dans ce genre de village, comme on est allé avec vous, Xavier, à Spartak, vous vous souvenez, c'est pas très grand. Donc il peut y avoir un bâtiment, une école, bon voilà. Donc elle habite à côté, et donc en fait, ils ont fait prisonnier plusieurs jeunes qui étaient, parce qu'il faut se souvenir que tous les hommes ne se sont pas insurgés dans le Donbass. Et là, c'est des jeunes de, je sais pas, 17, 18 ans, 19 ans,
Et ils les ont emmenés dans cette maison commune, ainsi qu'une femme enceinte, et ils ont tué tous les autres. Alors évidemment, elle était réfugiée, donc elle a entendu tout ça. Et elle a entendu crier, hurler à la mort ces 3 jeunes soldats, plus la jeune femme, pendant toute la nuit. Donc on imagine l'horreur de ce qu'ils leur ont fait, parce qu'ils les ont torturés à mort pendant tout ce temps. Au petit matin, il n'y avait plus personne. Hein. Et elle a fait l'erreur de descendre. Alors, après, ils sont partis. Elle était tellement terrorisée qu'elle est restée 2 jours à la limite de je vais mourir de soif. Et elle est descendue finalement, et elle a eu le malheur d'aller voir. Et bon, elle a vu l'horreur de l'horreur, et ils ont continué sur un hameau qui est un peu plus loin, qui s'appelle Communard. Et là, il n'y a plus personne il n'y a pas de survivants. Donc elle le dit elle-même, on n'a plus jamais entendu, elle dit ces mots-là, on n'a plus jamais entendu parler de ces gens. Là, tout le monde est passé au fil de l'épée. Parce qu'elle, au moins, elle a survécu, elle peut raconter. Donc là, on est c'est exactement les Einsatzgruppen de l'armée allemande qui sont derrière les unités de la Wehrmacht et des SS, et qui passent au fil de l'épée, qui cherchent. Alors, on dit qui d'ailleurs à l'époque, à partir de 1941, ont reçu le soutien enthousiaste des bandéristes de l'ouest de l'Ukraine. Et également de Lituaniens et de Lettoniens un peu plus haut, et de supplétifs même biélorusses, nombreux, dont on parle jamais. Et de traîtres russes, parce qu'il faut le dire, aussi. De police, de bataillons spéciaux. Donc là, le bataillon Haïdar, elle raconte qu'en fait, ça ne s'est pas passé que dans le massacre. Ils ont pillé. Donc ils ont pris qui les écrans, qui les ordi, les choses qui l'intéressaient, les magasins, la nourriture, l'alcool. Ça, elle le dit tout de suite. Et donc, on est vraiment, c'est une bande de soudards. C'est quelque chose qui est inimaginable au XXIe siècle. C'est les mêmes comportements. Je ne sais pas si Xavier, vous avez vu ce film avec Omar Sharif, qui raconte cette troupe de mercenaires qui va se réfugier dans un village dans les Alpes avant le massacre de Magdebourg. Et à Magdebourg commençait les forces. Ils ont passé la ville au fil de l'épée. On était au XVIIe siècle. Bon. C'est le même genre de comportement. On tue tout le monde, on prend, on se saoule et on continue. Et ils ont c'est une traînée de sang, ce bataillon. Et Savchenko, ensuite, ça a fait prisonnière. Ils avaient tué. Mais là, elle était mitrailleuse dans un hélicoptère, Savchenko, c'est ça? Non. Quand elle se fait arrêter, non? Ah oui. Ouais. Non, elle a été dans ce bataillon. Mais alors, je vais juste faire de la parenthèse. Ouais. Elle a été pilote radio dans l'aviation ukrainienne. Mais à ce moment-là, elle est membre du bataillon Haïdar, c'est une officielle. Moi je croyais qu'elle avait été arrêtée en tant que... Et à ce moment-là, elle est dans l'unité et elle participe à tout ça. Et même, j'ai un témoignage où elle participe à la torture d'un prêtre. Et le prêtre lui-même me dit, j'entends encore sa voix, j'entends encore la voix de Savchenko qui encourageait les gros bras à me torturer. Lui, il l'avait mis sur un banc, ce prêtre. Ils étaient assis à 5 dessus et le supplice de l'entonnoir, pareil. Ensuite, il l'avait hissé, attaché par les mains et battu monstrueusement. Lui, c'était un prêtre qui faisait le front des 2 côtés, mais pour son office, donner l'extrême onction, voilà. C'est un aumônier. Voilà. Et il est pris par ceux d'en face, et là, on est dans la guerre de religion. Il est orthodoxe. Ouais. Ils sont catholiques uniates. Ouais. Ou même athées, parce que... Il y a aussi beaucoup de paganisme. Oui. J'ai des photos, on les voit qui dansent autour d'un totem. Exactement. J'ai même vu, moi, il y a pas longtemps, une photo. C'est un gars de Azov. Ils ont pris son téléphone. Il a été tué à Mariupol. Il y a une énorme croix satanique en bois qui fait plusieurs mètres de haut. Et il y a un bûcher. Et on comprend qu'ils vont l'allumer et qu'ils vont faire une messe noire. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais voilà. Donc ça, c'est réel. Ce témoignage de cette femme, c'est le plus terrifiant. Et elle n'avait jamais parlé, je tiens à le préciser, à personne. Elle avait trop peur, même à quelqu'un de la DNR. Parce que, et la souffrance était plus grande, c'est que son fils de 25 ans, il y est resté, lui, dans l'insurrection. Il a été tué. Donc elle s'est retrouvée toute seule. Elle n'avait plus rien, il n'y avait plus aucun de soutien. Et c'est une des rares femmes à qui j'ai donné de l'argent dans le Donbass. Je donnais quasiment jamais d'argent, sauf comme des cas comme ça. J'avais un peu d'argent, je lui ai donné 5000 roubles. Ça faisait l'équivalent d'un salaire d'une prof d'université. Elle a pleuré. Et après, pendant une demi-heure, on a pleuré tous les deux. Parce qu'il y avait toute l'émotion de ce qu'elle m'avait raconté. Et là même, j'ai du mal. Et c'était ce genre de truc, ça vous mange le cerveau après.
Parce que quand vous entendez des gens comme ça, et qu'on vient ensuite, et ça a duré 8 ans. Alors moi, ce dont je témoigne aujourd'hui, c'est... Le dernier témoignage que vous avez reçu, c'était mi-2016 ? Avant que je parte, en avril-mai 2016, oui. D'accord. Depuis, ils ont eu le temps, hein. Je pense que on sait qu'il y a des choses qu'ils veulent cacher, récupérer à Mariupol, dans le Donbass ou ailleurs, et à la lumière de ce que vous venez de nous dire, on en a une petite idée. On va arrêter là pour ces témoignages. Donc merci en tout cas à Laurent Braillard. Je sais que ça a été pénible pour vous. Je l'ai vu à l'époque où on s'est rencontrés, que c'est quelque chose qui vous tourmentait. Et effectivement, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va retrouver à Mariupol, avec toutes ces tentatives d'évasion qui ont échoué. On ne sait pas ce qu'on va retrouver à Slaviansk ou à Kramatorsk quand ces villes auront été libérées. Mais ce que vous nous dites, en fait, nous laisse imaginer. Et l'important, encore une fois, c'est la justice. Alors, il y a forcément la justice divine. Tous les gens qui ont fait ça sont punis, mais il y a aussi la justice humaine qui est importante, et notamment pour les victimes. Et puis, tôt ou tard, pour montrer à la face du monde contre quoi se bat l'armée russe et les armées des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et donc, nous appelons de nos vœux ce tribunal qui va se mettre en place, qui est en train de se mettre en place. Le projet de loi est en discussion à la Douma, d'après ce que j'ai vu. Le parquet russe travaille. Lorsque j'ai rencontré Madame Nikonorova, donc ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk, elle m'a montré les dossiers qui sont en préparation, qui seront utilisés. Et justice sera faite. Justice sera faite, il faut y croire. Et vous serez prêt à témoigner? Oui, en plus, j'étais allé pour ça, moi. Si j'ai fait ça, c'est pas parce que ça me faisait plaisir de le faire, mais parce que c'était mon devoir en tant que chrétien, père de famille, français, homme, ami de la Russie, ami du genre humain. Et il était évident que je fasse ce travail pour qu'un jour ça soit utilisé contre les criminels. Et parmi tous les gens que vous avez interviewés, vous pensez que certains auront le courage de venir témoigner malgré la souffrance que ça leur causera? Alors, quand la victoire sera acquise, oui. Oui. Donc il faut d'abord gagner la guerre. Oui. Elle sera gagnée. Elle sera gagnée.